France donc et son nouveau gouvernement qui prennent de plein fouet la colère populaire en Outre-mer mais aussi en métropole. Le blocage institutionnel qui a coûté à Emmanuel Macron une motion de censure n'a fait qu'éloigner l'Élysée des aspirations politiques exprimées par les Français dans les urnes. François Bayrou, nouveau Premier ministre, a dévoilé cette semaine la composition de son nouvel ancien gouvernement dans lequel l'on retrouve plusieurs revenants. Nous en parlons ce soir avec vous, Bedisred Nissa. Vous êtes expert en questions internationales et géopolitiques. Bienvenue. Bonsoir Khaldin Benatache et merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Le plaisir est partagé bien entendu, Bedisred Nissa. Nous allons commencer de Mayotte où les déboires du gouvernement français ne font qu'augmenter. Une situation, nous l'avons vu, catastrophique qui règne sur l'archipel depuis le 14 décembre, date à laquelle a frappé ce cyclone Chido, faisant des centaines, voire des milliers de morts, des centaines et des milliers de morts que le Premier ministre François Bayrou a considéré comme un bilan surévalué. Il parle tout simplement de quelques dizaines de morts à Mayotte. Tout à fait, je pense qu'on prélude, on pourrait commencer par effectivement le drame qui s'est produit en tout cas à Mayotte et qui est censé, sauf preuve du contraire, être un territoire de la France. Exactement. Sauf qu'il s'avère qu'aujourd'hui, ça a mis à nu justement cette politique française ségrégationniste. Rappelons que ni le Premier ministre ne s'est déplacé, le Président de la République lui-même a daigné, a pris du temps pour tergiverser et puis se rendre sur place pour d'ailleurs provoquer la population, pour leur dire que vous êtes... En tenant des propos... provocateurs, en leur disant que vous devez être fiers d'appartenir à la France, mais quelle France? Une France qui les délaisse, une France qui les ségrègue, mais surtout une France qui les marginalise aujourd'hui face à un drame qui se trame là-bas. C'est des drames humains, comme vous l'avez dit. Les chiffres d'ailleurs ne sont pas clairs pour la bonne et simple raison qu'il n'y a ni de service d'état civil proprement dit, des bidonvilles à foison, donc on a l'impression de décors de favelas. Il s'avère que c'est encore une fois le territoire français. Donc je pense que c'est un bel exemple symptomatique effectivement de cette politique française, notamment vis-à-vis de ces territoires d'outre-mer, notamment les dom-toms, mais aussi surtout de la fébrilité, notamment de l'approche elle-même de gouvernement, notamment Bayrou, mais également de l'échec politique de la France et à sa tête son président Emmanuel Macron, vis-à-vis de ces adversités, je dirais, et diversité aussi, puisqu'il y a aussi, on peut évoquer le contenant de ce nouveau gouvernement, où c'est un peu la montagne qui a accouché d'une souris. Mais Mayotte, aujourd'hui, capte les attentions, capte aussi le fait que par d'autres pays, notamment, où la France a démontré qu'effectivement, elle ne pouvait pas, encore une fois, dans une équité, une justice, notamment de traitement, gérer des drames comme ceux qui se trament. Faut-il rappeler peut-être au passage, à toute fin utile, que la majorité de cette population est une majorité musulmane. Exactement, merci de le rappeler. Bedisred Nissa, Manuel Valls, Elisabeth Borne, François Rebsamen ou encore Darmanin, bien d'autres composent ce nouveau gouvernement français, gouvernement François Bayrou, lui-même un revenant. Quel message au demeurant, Bedisred Nissa, Emmanuel Macron envoie-t-il aux Français mais aussi à l'Europe et au monde entier? Du surplace, du statu quo. Je pourrais peut-être reciter cette fameuse citation de Charles de Gaulle qui disait comment pouvez-vous gouverner un pays qui a plus de 258 fromages? On peut dire aujourd'hui comment pouvez-vous gouverner un pays qui change de Premier ministre tous les 3 mois? Il s'avère que 2024 a connu 4 Premiers ministres. C'est symptomatique là aussi de cette fébrilité, cette fragilité, mais surtout cette dangerosité de la situation. Il y a eu beaucoup de cycles de dialogue, notamment en vain, puisque la LFI, à titre d'exemple, n'a même pas voulu y participer, puisqu'elle savait pertinemment que c'était, je dirais, des manœuvres dilatoires, mais surtout aussi que le gouvernement était déjà préétabli. Il y avait une liste qui circulait depuis 2 semaines, et d'ailleurs qui a 90% à l'identique de celle connue et révélée. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, là aussi, il y a une espèce de volatilité mélangée à une espèce de désinvolture politique, notamment d'un président hors sol, d'un président qui ne daigne même pas d'écouter son peuple, puisque vous l'avez rappelé en prélude tout à l'heure, les législatives ont donné un signal fort, notamment avec cette nouvelle alliance de la NFP, qui effectivement est sortie vainqueur de ces élections, même si
on dénote qu'elle n'obtient pas la majorité. Et c'est là où aussi d'ailleurs peut-être l'erreur de ce président, c'est qu'il opère via un prisme de lecture politique arithmétique et non pas une politique stratégique. Je m'explique, c'est-à-dire tout le monde aujourd'hui est à la quête de la majorité au sein du Parlement. Un Parlement que je signale est là aussi encore une fois ingouvernable. Ce gouvernement effectivement n'est pas à l'image des attentes des Français, n'est pas à l'image ou reflète du moins la démocratie qui s'est exprimée à travers les urnes. Je dirais même que c'est un gouvernement de droite extrême qui est surveillé par l'extrême droite. Vous voyez. Donc, et c'est là où le bas blesse, je dirais. Et c'est là aussi, je pense, qu'on est encore une énième fois rentré dans un cycle d'ingouvernabilité, un cycle de fragilité aussi, puisque, rappelons-le, la France aujourd'hui n'a pas de budget. La France opère et gère son budget et ses finances à travers des dispositions exceptionnelles notamment, mais qui sont temporaires, qui sont censées être temporaires. Le Parlement français n'ait pas pu voter justement Absolument. le Donc, budget. Attendons le 4 janvier pour cette fameuse politique générale, mais entre deux, on peut d'ores et déjà entreapercevoir cette motion de censure qui est comme une épée de Damoclès au-dessus de ce gouvernement, qui encore une fois est un gouvernement en CDD. Alors, illustration de ce que vous appelez statu quo en France en ce qui concerne le gouvernement, la nomination d'un certain Manuel Valls à l'outre-mer, au moment où justement cette outre-mer traverse l'une des pires crises de son histoire avec ce cyclone Chido. Manuel Valls, personnage du moins controversé, qui s'est un peu perdu en politique, qui s'est présenté à la mairie de Barcelone avant de tenter de briguer un mandat de député en France par la suite. Là aussi, quel message envoie Emmanuel Macron aux Français en nommant Manuel Valls à l'outre-mer? Écoutez, la nomination de Valls, d'abord, Valls est une persona non grata, politiquement parlant, puisque vous l'avez rappelé à juste titre, c'est quelqu'un qui a perdu sa boussole politique, à l'image d'ailleurs même du gouvernement et de la France aujourd'hui, en matière de gestion et d'échec politique, notamment d'Emmanuel Macron. Mais surtout aussi, Manuel Valls est quelqu'un qui est tellement volatile que lui-même ne sait plus où il est. D'ailleurs, quand on l'a interrogé sur cette question, il avait dit « je suis un membre du gouvernement ». Donc, alors que vis-à-vis de cela, Bayrou avait prétendu cette nomination pour refléter peut-être ou représenter la branche socialiste notamment. Or, il s'avère que dès 2016, rappelez-vous, il s'est désolidarisé avec son échec et sa défaite face à Benoît Hamon lors des primaires des socialistes. Et d'ailleurs, au lieu de soutenir son adversaire en tant que, je dirais, bon collègue et surtout avec un esprit d'équipe, il a préféré soutenir Emmanuel Macron en 2017 lors des élections présidentielles. C'est pour vous dire qu'effectivement, il est à l'image justement de cette fragilité, notamment de la politique gouvernementale, mais surtout de mode de gouvernance de la France. Manuel Valls, faut-il rappeler aussi, qui a été, je cite, honorifiquement nommé comme ministre d'État, au même titre que Borne, au même titre que Retailleau, ministre de l'Intérieur avec toutes ces provocations, et également Gérald Darmanin. Bon, c'est pour vous dire qu'effectivement là aussi, il y a peut-être des messages forts à donner. Certes, c'est des ministères régaliens pour certains, mais c'est aussi pour peut-être jeter de l'huile sur le feu et dire qu'effectivement, ce sont des ministres qui ont, je dirais, patte blanche, et notamment avec un Retailleau qui avec sa loi de l'immigration et qui continue avec même en s'attaquant, en faisant de l'Algérie un fonds de commerce notamment, pour du braconnage électoral, notamment sur les accords de 68 et d'autres aspects. Donc, Valls, et au même titre que d'autres ministres, on peut citer Rebsamen et d'autres, ce sont du recyclage politique qui ne répond pas, encore une fois, à une demande latente, une demande pressante, mais surtout une demande qui évolue sur une crête. Une crête, puisque j'ai expliqué tout à l'heure, cette dangerosité aussi peut être incarnée au-delà des considérations politiques et cette motion de censure qui pend au-dessus de la tête de justement ce gouvernement, mais aussi peut-être une vacance de pouvoir exécutif, donc un gouvernement statu quo qui ne peut gérer que les affaires courantes, mais surtout aussi une vacance, pourquoi pas, de pouvoir, je dirais, du président, puisque beaucoup demandent la tête d'Emmanuel Macron, notamment, puisque aujourd'hui on est rentré dans une spirale inquiétante, d'inquiétude, d'incertitude, mais sortie de dangerosité, comme j'ai expliqué. Justement, Badis Khanissa, vous l'avez rappelé, la France a tenté de détourner les regards sur cette fuite en avant politique qui règne au pays depuis pratiquement plusieurs mois, en s'attaquant tout simplement frontalement à l'Algérie, avant que cet épisode du cyclone Chido vienne rattraper Emmanuel Macron, son gouvernement et la France par rapport à la réalité. Ces élections législatives, malgré tout, ont connu un vainqueur, c'est le nouveau Front populaire.
Comment expliquer aujourd'hui ce déni de démocratie d'Emmanuel Macron qui refuse de mettre à Matignon un Premier ministre issu de cette coalition qui, je le rappelle, a remporté les élections? Alors, écoutez, vous avez évoqué un mot très fort qui est effectivement, qui est très symptomatique, qui reflète un peu ce qui se passe, c'est le déni. Mais c'est un déni conjugué à de l'entêtement politique, notamment de la part d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est peut-être droit dans ses bottes, mais peut-être trop d'ailleurs, beaucoup trop pour une démocratie qui est censée être exemplaire, qui est censée donne être des leçons à tout le monde. Effectivement, qui plus est. Donc aujourd'hui, il a du mal à écouter le peuple français tout simplement, qu'il soit du NFP ou même de l'extrême droite ou même d'ailleurs. Les urnes se sont exprimées. Il s'avère que le NFP est censé être, ou du moins représenter le plus gros contingent, notamment dans ce gouvernement, et pourquoi pas d'ailleurs, en nommant un Premier ministre de cette branche. Or, il s'avère que c'est quelqu'un qui est dans le déni, c'est quelqu'un qui est d'ailleurs dans l'audace provocante, puisqu'il ne cesse de provoquer. D'ailleurs, il a été interpellé récemment sur je ne sais quel média phare français. Il avait évoqué cette phrase qui, pour moi, reflète, je dirais, brillamment un peu son personnage, où il dit « Je suis un président incompris ». Alors, très bien. Donc, c'est-à-dire que c'est le président qui a tout compris, mais que le peuple n'a rien compris. Il s'avère qu'aussi, ça dépasse les frontières françaises, puisque aussi, la France, aujourd'hui, est de plus en plus isolée, notamment sur certains aspects de droits humains, sur certains aspects notamment, ne serait-ce que de démocratie, puisque cela fait tâche, notamment au sein de l'Union européenne, qui a besoin, aujourd'hui plus que jamais, avec l'émergence et l'élection de Donald Trump, notamment, qui a déjà mis en ligne de mire l'Union européenne. Il s'avère que la France, aujourd'hui, est reléguée un peu dans une espèce de mauvais élèves, notamment, et surtout sur l'aspect de sa gestion, et surtout de sa consolidation, de sa stabilité politique. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, toutes les réponses entreprises et les actions menées par ce président prennent un mur à 300 km/h, il s'avère. Donc, attendons de voir, notamment le 4 janvier, comme j'ai expliqué, mais encore une fois, ce déni, cet entêtement, mais surtout cette provocation innée chez un président, rappelons-le, qui n'a jamais été élu, c'est quelqu'un qui est hors sol, c'est quelqu'un qui n'a jamais connu effectivement la base, le socle citoyen dans lequel il aurait pu peut-être s'imprégner notamment pour pouvoir apercevoir, mais surtout, je dirais, planifier les perspectives et les attentes du peuple. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, il est dans sa tour d'ivoire, bien loin, trop loin même, de sa base populaire. Et c'est une base populaire qui est comme une bombe à retardement aujourd'hui, qui peut être implosée à tout moment, notamment à travers des manifestations, à travers des événements qui peuvent être tragiques. Badis Renissa, déni de démocratie chez soi, mais également déni de démocratie à l'international. La France qui a choisi de tourner le dos au droit international, notamment celui prononcé par la Cour pénale internationale avec ses mandats d'arrêt émis à l'encontre de Benjamin Netanyahou, chef du gouvernement sioniste, et de son ancien ministre de la Défense, en refusant tout simplement de faire respecter le droit international. Là aussi, comment expliquer ces messages plutôt incompris envoyés à la communauté internationale par la France, qui s'est longtemps faite chantre du droit international? Absolument. D'ailleurs, la France a démontré qu'au-delà de l'incompréhension de cette décision, c'est aussi une décision non stratégique. Dans une France qui est de plus en plus isolée, comme j'ai expliqué, sur l'échiquier international, notamment en matière de diplomatie. Je peux aussi énumérer quelques échecs à l'international sur la politique africaine, où il y a la France est vomie, la France est marginalisée, la France est même chassée. Elle perd pied également dans l'outre-mer. Absolument, absolument. La Nouvelle-Calédonie. Avec la crise de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, tout à fait. Et ça a un effet de contagion notamment, puisque ce que n'a pas compris la France et à cet Emmanuel Macron, c'est que les peuples aspirent à s'affranchir notamment du diktat, quel qu'il soit d'ailleurs, de toute nature qu'il soit. Et surtout qu'ils aspirent à une équité notamment de développement, à un affranchissement par rapport à leur souveraineté de décision politique. Et je pense, depuis quelques années déjà, mais surtout aggravé depuis les 2 mandats d'Emmanuel Macron, où il y a cette approche assez hautaine, assez provocatrice notamment, mais surtout assez ségrégationniste à l'égard notamment de l'Afrique, pour en citer que l'Afrique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la France n'a plus de boussole diplomatique. Beaucoup d'ailleurs de témoignages, notamment au sein même du corps diplomatique français, qui déplorent cette situation, notamment où les actions ou les décisions sont prises un peu
au dépourvu, mais surtout sont prises sans réflexion profonde. C'est ce qui ne caractérise pas la France d'un certain temps, notamment, qui avait quand même une certaine approche de calcul et d'intérêt notamment commun. Or, il s'avère qu'aujourd'hui, c'est une France en roue libre, et vous l'avez évoqué à ce propos, avec cette décision incompréhensible, mais surtout une décision dangereuse, notamment qui va à l'encontre du droit international. Je rappelle que la France est membre permanent du Conseil de sécurité. Quel message donner, notamment pour un membre permanent qui est censé être exemplaire, mais également qui institue la fameuse Cour pénale internationale. Elle est censée être le garant, justement, de la mise en place et du respect du droit international. Il s'avère qu'elle en va à l'encontre. Donc c'est une dichotomie diplomatique dans laquelle il n'y a aucune issue, notamment, ou de perspective positive, puisque, encore une fois, les décisions ne sont pas prises via des calculs ou d'intérêts, notamment stratégiques, mais plutôt via des lobbies stratégiques qui imposent, bien évidemment, puisque vous l'avez rappelé, et je rappelle l'Algérie en tant que membre observateur du Conseil de sécurité, est un membre actif, est un membre qui, au lendemain de son élection, avait donné un signal très fort pour dire que l'Algérie ne fera pas de la figuration. L'Algérie sera un membre acteur, actif, et elle l'a démontré à travers, ne serait-ce que le génocide en Palestine, mais d'autres aussi, notamment pour le Sahara occidental. En tout cas, toutes les causes justes qui touchent notamment le droit humain. Et nous le rappelons, l'Algérie qui prendra la présidence tournante du Conseil de sécurité au mois de janvier prochain. Badi Srebnissa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été l'invité du 19h. Je rappelle que vous êtes expert en questions géopolitiques et internationales. Merci à vous, je vous en prie.